Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le partage à travers l'interview de ton expérience de vie. Juste pour rappeler, l'objectif, c'est vraiment d'enregistrer ce que les gens ont vécu, ceux qui ont eu le courage de faire le pas, de matérialiser leurs idées et de voir un peu quelles ont été les leçons apprises pour que ça puisse aider les autres, les encourager. Donc, on a coutume de commencer par un petit tour de table de présentation de, voilà, qui es-tu, avant de se lancer proprement dit dans les questions-réponses. Donc, je vais te laisser te présenter brièvement. Écoute, en tout cas, bonjour. Merci en tout cas pour cette expérience de partage. Alors, qui suis-je? Je ne dirais pas que je suis quelqu'un de très important, je ne pense pas. Donc, on se connaît parce que nous sommes des amis. On a souvent eu l'occasion d'échanger. Donc, moi, je suis un ingénieur en informatique avec quelques années d'expérience. Et j'ai eu l'occasion du coup, de faire ta connaissance, d'échanger avec toi. Et surtout, de me lancer aussi un peu dans l'entrepreneuriat pour essayer d'avoir une réalisation personnelle en dehors du boulot, pour m'épanouir différemment. Il y a ceux qui font du sport, il y a ceux qui décident de monter des business. La finalité, à mon avis, étant la même chose, réaliser quelque chose de personnel. Quelle que soit cette chose-là, en tout cas, quelle que soit cette réalisation. Et donc, voilà, c'est ce qui nous amène ici. Hein. Donc, je ne veux pas m'étaler sur mon expérience personnelle d'un point de vue professionnel. Ce n'est pas l'objectif. Je ne pense pas avoir fait grande chose, mais par contre, je pense qu'il y a des sujets à échanger parce qu'on vit tous les mêmes expériences d'une façon différente. Donc, voilà un peu ce qui m'amène là, quoi. Et qui a fait que Good, j'ai finalement ton invitation. good, good. Merci, merci. Moi, c'est Robin, hein, cofondateur de GashMind. Donc, l'idée de GashMind, elle est simple. Je l'ai un peu résumé, c'est aider les gens à s'auto-réaliser, donc à Mhm. s'accomplir intérieurement. Et c'est ça, c'est assez varié. Donc, concrètement, c'est les aider à matérialiser leurs idées. C'est ça, en fait. Le côté matérialisé, c'est là où il y a souvent la difficulté. Dépasser les peurs, les phases de turbulence, voilà, s'occuper de tout ça un peu. Mais plus que ça, la vision, c'est vraiment de créer un écosystème, c'est-à-dire un endroit où il y aura l'ensemble des outils, en tout cas un maximum d'outils nécessaires à toute personne qui veut débuter. Mhm. C'est ça, c'est surtout ça la grande vision. D'accord. OK, on va commencer par les questions. Premièrement, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer sur Wenapi, en tout cas pour toi? Tout à l'heure, tu disais que tu as justement eu le courage de faire le pas, de lancer certaines activités entrepreneuriales à côté de ton travail. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? En réalité, comme je disais, c'est un peu comme le sport. Parfois, on a besoin de réaliser quelque chose. On a besoin d'avoir quelque chose qu'on maîtrise de bout en bout, en fait. C'est plus dans cette optique-là euh, euh, que je suis allé vers ce projet-là. Je dirais pas, j'ai du mal à appeler ça de l'entrepreneuriat parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été forcément un truc sur lequel je me suis mis à 100%. Ça fait partie des projets qui gravitent autour de moi. Euh, donc, à la base, alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, effectivement, à un moment donné, je manquais d'épanouissement dans le travail que je faisais au quotidien. Je manquais parce que je n'avais pas la main pour prendre des décisions. Je manquais de liberté. Je manquais de liberté de prise de risque. Je manquais énormément de liberté. Et je manquais surtout d'épanouissement dans le travail que je faisais. Et sur ce projet-là, quand j'ai eu l'idée avec mon associé, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait une énergie. Donc, chaque fois que je travaillais sur ce projet, j'avais une énergie donc ça me remotivait, ça me faisait aimer ce que
ça me faisait repenser pourquoi est-ce que je faisais ce métier d'informaticien. Et donc, par conséquent, j'étais heureux en fait de travailler sur ce projet. Donc, quand j'ai commencé au début avec des petits, on a commencé avec mon associé avec des stylos dans un Starbucks à Saint-Lazare, si tu vois un peu cette truc. Et donc, j'ai encore les dessins. On a peut-être une centaine de petits croquis comme ça qu'on faisait sur une table. On dessinait le projet, on sentait comment on voulait, on a commencé à développer, on sentait que il y avait de l'énergie qui se dégageait, on n'arrivait pas à s'épuiser par ce taf-là. Et en parallèle, dès que j'allais au taf, je ne sentais pas, quoi. Je me sentais épuisé, je ne me sentais pas motivé et tout. Ben, ce que j'ai fait en gros à Infumé, c'est que j'ai démissionné, j'ai monté cette structure. Donc c'est un peu ça en fait, c'est vraiment cette envie d'avoir quelque chose de personnel. À la base, c'était pour gagner des sous et tout, mais bon, ça prend le temps de gagner de l'argent. Mais l'avantage qu'il y a là-dessus, c'est vraiment qu'on arrive à s'épanouir en fait. C'est que parfois la solution pour s'épanouir et reprendre suffisamment d'énergie dans ce qu'on fait au quotidien, c'est de monter un tel projet. À mon avis, on n'a rien à perdre. Oui, là, tu l'as très bien matérialisé, là, le côté énergie. En fait, en gros, le projet, il te nourrit. C'est ça. Tu, C'est vraiment, c'est comme le sport en fait. C'est que le sport, vous pouvez marcher tous les jours pour aller au taf. Si vous ne faites pas une bonne séance de sport en transpirant, en vous mouillant, en faisant le truc, vous passez à côté de quelque chose en fait. Donc le sport par exemple, c'est vraiment un travail sur soi, c'est un sacrifice. Le sport, quand je commence au début, c'est pénible, mais ça fait du bien in fine. Et là, pour moi, c'était pareil en fait. Mhm, mhm. Et c'était quoi les peurs que tu avais avant de te lancer du coup? Parce que j'imagine que entre le moment où vous avez fait vos petits croquis et tout et le moment où vous passez le pas de vraiment créer la structure et même encore d'aller jusqu'à démissionner, il y a quand même il y a un gap. Oh, mais honnêtement, moi, quand je démissionnais, la question que je me posais, c'était plus parce que j'avais déjà réfléchi à la question, en fait. C'est-à-dire que je me suis juste posé la question, est-ce que mon contrat me permet de démissionner en prenant mon solde de tout compte sans souci, quoi, tu vois. C'est ça. Il y avait deux choses, c'est mon solde de tout compte allait couvrir les mois que j'allais être sans bosser. Ou alors, est-ce que je me suis posé la question comme ça, qu'est-ce que je vais faire en termes parce que du coup, je n'avais plus d'emploi, tu vois. Donc, je me posais juste la question de savoir, est-ce que j'ai suffisamment travaillé pour que je n'ai pas été au chômage sans galérer, quoi. Si tu dis, je vais sortir, il peut s'écouler un an. Tu sais que tu vas sortir, mais voilà. Et tu as la douleur qui augmente. Mais quand tu te rapproches du moment où tu dois poser l'acte qui te fait sortir, ça peut être une démission, tout, tu as la pression qui monte. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentais. Et là, en fait, c'est un moment déterminant parce que c'est là que tu sais vraiment jusqu'à quel point tu as mal ou pas. Mhm. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui se vit. Parce que l'amplitude, l'intensité de la peur qui te secoue te rappelle que, ah ouais, c'est à ce point que j'ai peur de la sécurité financière et tout ce qu'il y a comme croyance et tout. Mais voilà, pour dire que c'est vraiment quelque chose qui se vit et qui te forge aussi. C'est un peu comme un premier test pour moi, mais c'est pas facile. C'est clair que c'est pas facile. Non, c'est pas évident. Si quelqu'un dit que c'est évident de tout laisser pour se lancer, même quand tu as le chômage, parce que déjà le chômage, c'est pas 100% de ton salaire. Donc, même si tu gagnais gros et que il suffit de voir, lorsqu'on te dit 20 ou 30% sur ton salaire, c'est pas négligeable, quoi. Euh, Maintenant, mais de toutes les façons, c'est clair que c'est un projet. Il faut creuser le truc, il faut laisser le truc mûrir. Mais ce qui est important en fait dans tout ça, c'est, je ne pense pas moi par exemple que, en fait il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans ce cheminement en fait. C'est-à-dire que il y a, il y a une notion
de quête de la liberté, tu vois. C'est-à-dire que tu as... En fait, la crainte qu'on a lorsqu'on veut, c'est un exemple, moi je pense ça, mais finalement, là, on parle de gros mots lorsqu'on dit, ouais, il a démissionné pour aller lancer un gros, il est tout fou et tout. Mais en réalité, ce que les gens ne voient pas, c'est que ça peut être autre chose. Ça peut être le fait de décider, par exemple, du jour au lendemain, de changer de métier, par exemple. Le fait de décider du jour au lendemain de courir 3 heures par semaine, je ne sais pas, tu vois. Pour moi, c'est ça, c'est une rupture, en fait, avec le quotidien, avec les habitudes, pour aller vers quelque chose quelque chose de plus en adéquation avec nous-mêmes, quoi. Dans la quête de la liberté, la quête de quelque chose qui, on sent au plus profond de nous que c'est la meilleure solution pour nous. C'est pas forcément parce que ça va te donner plus d'argent, c'est juste que tu te sens aligné avec ça, mais tu as des pensées, tu as la société en général qui te fait comprendre que c'est une mauvaise décision. Et donc, tu te retrouves confronté entre la société et les exigences de la société et ton envie personnelle, ton envie profonde, tu vois. Et moi, je pense que ce qui est intéressant dans ce cheminement, c'est cette capacité à dire, OK, stop, d'accord, OK, vous pensez ça, ça c'est votre problème. Maintenant, moi, personnellement, ce qui va avec ma, ma façon d'être, ce qui va avec mon bonheur profond, c'est qu'il faut que je démissionne et que je parte sur autre chose. Maintenant, c'est un truc, je pense parfois à cette période-là, je me dis, est-ce que je suis parti pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il faut creuser? Je pense que moi, personnellement, en tout cas de mon côté, ça fait partie des sujets que je vais continuer à maturer un peu pour comprendre exactement. Parce que je ne sais pas toujours expliquer si c'est parce que je pars parce que je veux juste de la liberté, ou je pars parce que je veux monter un projet de ouf qui va bluffer les gens, ou parce que ça va me donner des sous, ou parce que en fait, ça va me rendre beaucoup plus heureux. Ce qui est sûr, c'est que j'étais malheureux dans ce que je faisais. Dans tous les cas, c'est sûr que j'étais malheureux dans ce que je faisais. Mais j'ai toujours pas toutes les réponses en fait sur le réel sentiment qui m'a poussé à dire ok, on met ça de côté, on tourne la page. Parce qu'il faut savoir tourner la page pour pouvoir découvrir de nouvelles choses en fait. Mais c'est quelque chose de très. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait partie des problématiques qu'on rencontre dans la vie et qui font qu'on prend des décisions. Et parfois, ces décisions sont motivées par différents sentiments, par différentes habitudes, sans qu'on arrive vraiment à expliquer. Et pouvoir mettre un mot, une explication sur ces choses-là, ça permet parfois de voir beaucoup plus clair et surtout de prendre les meilleures décisions pour le futur, quoi, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de très simple. Je ne vois pas ça en fait comme c'est une question de je voulais être entrepreneur. Cette partie-là pour moi elle est secondaire en fait. C'était vraiment un ressenti profond qui voulait que je déplace le curseur et le moyen que j'ai trouvé c'était être entrepreneur. Tu vois, c'était monter un projet, monter un projet. Mais parce que ça me rendait plus. Et la réalité, c'est que oui, sur les premières semaines, les premiers mois, j'étais hyper épanoui et tout, jusqu'à ce qu'on tombe sur les premières. On va y arriver. Et, et c'est vrai qu'à partir de ce moment, tu te reposes encore les questions différemment, quoi, tu vois. Oui, Mais, c'est que mais sur le moment, c'était la meilleure solution. C'est ça qui me permettait d'être beaucoup plus heureux, ça c'est sûr. oui, c'est pour ça que c'est ça que je tiens dans ce que tu as parlé de clarifier le pourquoi tu te lances avec des mots. Et en fait, malheureusement, au moment où tu te lances, tu ressens juste une douleur. C'est pas comme si tu. Et par moi, il y a des choses que tu ressens, mais où tu ne peux pas mettre des mots. Et surtout, il y a différentes couches. Donc, c'est un peu, il y a toujours un peu ce côté de toutes les façons, il y aura un risque à prendre. Tu n'auras pas tous les éléments pour décider. C'est pas hyper balisé. Tu as une grosse partie d'incertitude même déjà en toi parce que tu ne sais même Mhm. pas réellement ce qui te motive. Tu sais ce que, bon, il y a un élan. Donc, c'est pas évident, ça c'est sûr. Mais par contre, la douleur, ça, tu le sens. Ça, tu la sens.
Et ensuite, tu as parlé du côté entrepreneur qui est secondaire. Oui, bien sûr, puisque c'est varié et tout le monde, c'est qu'une option parmi tant d'autres. Il y a des gens qui changent de travail, ils sont heureux. Il y a des gens qui restent même dans la même structure, ils passent un palier, ils changent de poste, ils sont heureux. Donc, c'est pas une question entrepreneuriale. C'est pour ça que nous, on aime bien parler d'autoréalisation. Il y a même des gens, tout simplement, ils veulent améliorer leur vie de couple parce que c'est ça qui fait qu'ils se sentent pas bien. Mais la dimension, comment est-ce que je mesure mon évolution, c'est finalement intérieur. C'est ça que je retiens de ce que tu expliques. C'est finalement quel est le bénéfice que ça m'apporte intérieurement dans le fait que je me sente plus heureux, plus aligné, plus épanoui. Et c'est pas l'argent n'est pas le premier critère, c'est pas le premier indicateur, si on veut. OK. Oui, c'est l'illusion, en fait, l'illusion de gagner beaucoup d'argent est un élément déclencheur. Du moins, c'est un élément de, comment dire, ça te rassure. Tu te dis, je vais gagner beaucoup d'argent avec ce projet, ça te rassure. Mais au fond de toi, tu sais que c'est pas ça, en fait, qui te... En tout cas, si c'est ça, c'est que c'est une mauvaise, ce que tu fais ça pour les mauvaises raisons, en fait. Parce que l'argent, c'est quelque chose de très, je sais pas comment dire, je ne sais pas donner des qualifications, mais l'argent, en tout cas, faut pas trop s'attacher à l'argent, en fait. C'est pas ça le plus important. Mais bon, je dis ça, je suis pas milliardaire, hein. Je ne suis même pas millionnaire. Donc, mais je pense que si tu lances un projet pour gagner que de l'argent, c'est que je ne pense pas que mon projet ça va pas durer longtemps, quoi. Parce qu'en réalité, même si on te donne des milliards, tu ne sauras pas où mettre ces milliards, en fait. Il y a quelque chose derrière l'argent, en fait. C'est pas... Mhm. OK, Donc, OK, merci. Tu as un peu embrayé là tout à l'heure sur les difficultés que vous avez rencontrées après. C'était lesquelles? Une fois que vous avez commencé le projet. ouais, mais en fait, une fois que tu as commencé le projet, tu te rends compte que les gens ne vont pas payer, c'est tout. Ils ne vont pas payer parce qu'ils ne vous connaissent pas encore. Il faut qu'ils prennent le temps de vous connaître. Et donc, tu comprends très rapidement qu'il va falloir que tu finances toi-même la plateforme, en fait. Et pendant longtemps, en fait, tu vois, pas jusqu'aujourd'hui, nous, on n'a jamais pris un euro avec qui que ce soit. Je sais on a des utilisatrices qui pensent que c'est payant. Je ne sais pas où est-ce qu'elles payent, mais en tout cas, c'est pas chez nous. Parce que c'est totalement gratuit et que nous, en tout cas, vu qu'on n'a pas fait ça on sait tous les deux, parce que nous sommes des associés, on ne se l'est jamais dit officiellement, mais on sait tous les deux que ce n'est pas l'argent qui nous a fait lancer le projet. On s'est dit qu'on allait gagner des sous, mais on sait aussi tous les deux que c'était un prétexte. C'était un prétexte pour y aller, quoi, pour dire on y va. On sait que c'est pas l'argent, en fait. C'est pas l'argent qui nous a forcément motivés, sinon on doit arrêter depuis parce qu'en fait, on va pas gagner un euro depuis, là, tu vois. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'aiment pas la plateforme. Si les gens utilisent la plateforme, les gens sont heureux d'utiliser la plateforme, d'autres pensent que c'est payant, pourtant ça ne l'est pas. Mais la claque qu'on a reçue en fait très rapidement, mais qui nous a tous mis d'accord sur le fait que, ok, heureusement qu'on n'est pas parti là pour faire des sous, c'est que les utilisateurs te disent non, on ne veut pas payer, on ne vous connaît pas. Donc, si tu t'attendais à avoir le remplacement ou le complément de ton salaire à partir de la plateforme, ils te disent tout de suite, on ne va pas payer un euro. Et d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai déjà eu un échange avec toi sur le fait qu'il fallait se lancer quand tu faisais un business. Les seules personnes capables de te dire si ton idée est la bonne ou la mauvaise idée, ce sont les utilisateurs. Il faut y aller direct parce que si tu attends 3 ans, tu risques de perdre 3 ans. Et à la fin, on va te dire pourquoi tu fais ça? Il y a déjà telle personne qui fait. Pourquoi tu perds le temps à faire un truc qui existe déjà et qui marche mieux ailleurs? Et donc, c'était ça, en fait. Donc, nous, on s'est lancé et tout de suite, on a compris que les gens ne paieraient pas un euro, un seul centime pour faire quoi que ce soit. Du moins, la majorité, parce que si tu as 100 personnes qui payent, c'est pas intéressant, quoi. Donc, il y a des gens qui étaient prêts à payer, mais c'était pas 30% des utilisateurs, tu vois.
Et ça veut dire qu'en fait, si tu forces à payer, tu vas perdre même ces 30%, C'est ça. tu vas perdre. Parce que 70, déjà, tu vas perdre 70%. Et quand, 70, et quand les 30 qui sont prêts à payer vont se rendre compte qu'il y a 70 qui sont barrés parce qu'ils te disent pourquoi est-ce qu'il faut payer, c'est bien mettre son truc. Eux aussi vont te barrer, tu vas te retrouver avec zéro. Il n'y aura plus personne sur ta plateforme. Donc, il y a ce qu'on appelle, tu sais, quand tu veux te lancer, quand tu veux passer un marché, il faut avoir des prix préférentiels, des choses comme ça. Mais nous, notre prix préférentiel, c'est qu'il dit 0 euros, personne ne paie rien du tout. Et comme ça, les gens apprennent à utiliser l'application, vont se familiariser avec la plateforme. Et s'ils sont vraiment satisfaits, ils paieront, ils paieront. Tu ne peux pas demander de payer avant, ils paieront. Donc, c'est de ça que nous sommes partis en fait. Ouais, ouais, c'est clair. C'est un peu, tu me fais penser au phénomène, j'aime bien dire qu'il y a des classes. C'est-à-dire que quand tu te lances, c'est comme à l'école, il y a des classes, c'est-à-dire, sauf que les classes, elles ne sont pas déjà connues d'avance. Et tu les connais qu'en te lançant. Parce que tu vois qu'en fait, il y a des paliers intermédiaires que tu ne vois pas en fait. Mhm. Et tu ne peux même pas le voir. Parce que même si on te le dit, ben, tu vas l'entendre sans vraiment l'écouter. Et c'est quand je te lance que ben, tu te rends compte que même je prends votre cas, même si les gens auraient été prêts à payer, plus tard, ça n'empêche que là, ça rallonge toujours le parcours. C'est-à-dire, si je te disais dans 6 mois, OK, ça va commencer à rentrer, ou bien je vais atteindre tel objectif, Mhm. ben, c'est décalé d'1 an ou c'est décalé d'1 an et demi. Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr. Après, moi, je pense que de toutes les façons, il faut pas se lancer. Tu peux gagner de l'argent, ça c'est sûr. C'est sûr que tu peux gagner des sous, mais bon, si c'est ta motivation, si c'est ta première motivation, ça va être compliqué parce que quand tu vois des. Moi, je dis toujours aux gens, quand tu vois une entreprise comme Spotify, ils te font écouter de la musique gratos. Donc, à partir de là, il faut te poser la bonne question. En fait. C'est que les gens aujourd'hui n'ont plus d'habitude. Il faut vraiment que tu sois un produit. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas prêts à payer. Les gens sont prêts à payer pour un service. Donc, si le service est satisfaisant, ben, nous, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, notre service, il y a encore des choses à améliorer. Bien sûr, nous-mêmes, nous savons qu'il y a des choses à améliorer. Je ne te dis pas le regard des utilisateurs. Donc, on va continuer à améliorer. Là, on a une prochaine version qui va sortir là, dans les semaines qui arrivent, hein, avec un changement de nom, un changement de design, des choses comme ça. Et pour nous, on pense qu'à partir de là, on aura quelque chose de suffisamment de As-tu? qualité, en tout cas, pour mature, voilà, pour pouvoir dire aux gens, OK, qu'est-ce que vous pouvez donner, je veux dire, faites un effort maintenant. Mais tu vois, entre le moment où on a lancé, je crois, en 2019 ou 2020, je ne sais plus trop, il va 2 ans, ça serait écoulé, quoi, tu vois. 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Donc, on commence à gagner le premier euro. Mhm. Donc, c'est Ah, c'est clair. Comme autre objectif, comme autre challenge. honnêtement, c'est le seul truc, hein, franchement. Parce que l'avantage, c'est que déjà avec mon associé, nous sommes très complémentaires. Nous sommes deux informaticiens, deux bons informaticiens. On a travaillé dans des grosses entreprises, on a occupé des postes à responsabilité. Donc, on sait comment ça se passe en fait. Et d'ailleurs, ça fait partie des critères qui nous ont poussés à décider de nous lancer parce qu'on avait besoin de personnes en fait. On était capable de tout faire. Voilà, c'était la seule. Mais je pense que finalement, ça a été, comme je dis, l'histoire de gagner des sous, ça a été une désillusion. Mais en fait, c'est une désillusion faite parce que je pense de façon assez profonde, c'est que je ne suis jamais resté comme ça à paniquer en me disant, non, on ne gagne pas de sous, on ne gagne pas de sous. Au contraire, tu vois, au contraire, dès que j'ai senti que les gens étaient un peu dubitatifs à pousser quelques euros, tout de suite, on s'est dit il faut retirer cet espèce de paiement-là.
déjà, on n'arrive pas à communiquer dessus, ça nous fait chier et tout. Et, pourtant, moi, j'étais en chômage, tu vois. J'étais au chômage, tranquille. Après, j'étais pépère, quoi, au chômage, il n'y a pas de souci, mais on ne s'est pas posé la question 5 secondes du style, mais comment est-ce qu'on va faire? On avait tout misé dessus, on n'a rien à gagner, on ne va rien gagner. Sinon, on a dégagé le truc 30 minutes après. On a retiré ça sur tous nos slides, toutes nos plateformes, et on a mis en gros, c'est gratuit. Voilà. Donc, pour moi, en fait, en termes de difficulté, vraiment, je pense que je ne peux pas te dire que lorsqu'on y allait, on partait pour rendre la plateforme gratos. On savait qu'on allait gagner des sous. Il ne faut pas que je ne peux pas mentir. En allant, on disait, waouh, de toute façon, on est trop bon, on est trop fort, on est les meilleurs. Tu vas voir ce que tu vas voir, on va gagner des sous. Mais en parallèle, au fond de nous, ce n'était pas notre motivation première. Donc, par conséquent, ça nous a pas trop, on n'a pas trop été déçus. Tout au contraire, on a bien pris la chose. Déjà, ça nous a appris beaucoup de choses sur justement cette notion d'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs une expérience que j'ai partagée avec un autre grand frère qui montait, un grand frère entre guillemets, une connaissance qui était pourtant directeur dans une grande société d'assurance, à qui j'ai bataillé cet esprit en lui disant fais attention, tu ne peux pas juste te mettre un tarif comme ça et penser que les gens vont payer. Est-ce que tu es sûr de ton service? Est-ce que tu es sûr que les gens valident ton produit? C'est pas, je me dis, c'est pas un flocon de beauté, quoi. C'est pas un truc que tu mets sur la face, ça commence à briller et tout, ou, je sais pas, tu vois. Et donc le mec, il m'a regardé, il s'est entêté, on a lancé le produit en mettant un truc payant, mais personne n'est jamais venu. Il y avait des connexions, mais les gens n'appuyaient jamais sur s'inscrire parce que tu leur demandais la carte bancaire dès l'inscription et le mec disait, je ne sais même pas à quoi ressemble ta page derrière, tu me demandes la carte bancaire. Mais si c'est le truc le plus important de ta plateforme, ben non. Non, j'y vais pas. Donc oui, non, ça nous a appris beaucoup de choses, on n'a pas été, ça ne nous a pas frustrés. Mais quand on s'est lancé, on était sûr qu'on allait gagner des sous dès les premiers utilisateurs. Heureusement qu'on n'a pas tout misé dessus. Et, ok. Et du coup, en termes de fréquence de travail, comment est-ce que c'était quoi l'intensité et tout ça? Alors, au début, honnêtement, on n'avait pas de rythme, on bossait comme de ouf. On bossait, on a toujours, avec mon associé, on a toujours bossé comme ça, comme de ouf. Au début, on bossait vraiment beaucoup. Et on a baissé l'intensité quand on a sorti, je crois, la version 2 ou 3, où on avait quelque chose qui était. On sentait que la plateforme pouvait tourner sans bug, sans souci, sans truc. Ça fait 1 an qu'on n'a quasiment rien fait dessus. C'est-à-dire qu'on a poussé très fort pendant longtemps dessus. Et après, on s'est dit, bon, ça va, ça fait sa vie, ça s'auto-gère, on n'a rien à faire. Ceux qui sont contents, ceux qui ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. On ne peut pas faire plus, si ce n'est lancer la version qui va arriver là. Donc, ce qu'on a fait, on a laissé le supprimer, on a observé, on a fait le truc. Et on a passé des mois et des mois sans même faire un seul meeting dessus, sans discuter. Le premier meeting qu'on a fait depuis quasiment 8 mois, c'est ce matin. Par exemple, ce matin, on a fait un premier vrai meeting. On s'est dit, OK, la prochaine version doit sortir quand? Qu'est-ce qu'on est dans la prochaine version et tout? Mais pendant des mois, on n'a pas bossé dessus. Par contre, c'était le résultat du fait qu'au début du lancement, on bossait dessus comme des dingos. On faisait tout nous-mêmes. Après, il y a des gens qui nous ont aidés. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées, qui nous ont aidés dans la communication, qui nous ont aidés dans les markets, les wordings, des choses comme ça. Mais nous deux, déjà, on bossait vraiment beaucoup. Quoi. Quand tu dis bosser beaucoup, c'est quoi concrètement? C'est bosser les soirs, bosser les week-ends? Ah oui, bosser le soir, le week-end. Combien de fois par semaine? Alors, au début, c'était quasiment tous les soirs. Après, on est passé à 3 fois ou 4 fois par semaine, comme ça, à partir de 21h, un truc comme ça.
donc de 21h jusqu'à 2h, 3h du matin. Et le week-end, pareil, hein, c'est-à-dire qu'on se prenait toujours le soir. Et là, on a décidé de ne plus faire le soir parce qu'on n'a plus d'énergie. On commence à être vieux. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est on va plutôt bosser le matin, le petit matin, mais une fois par semaine, c'est-à-dire on va plus bosser. Parce que c'est déjà, ça tourne, quoi, tu vois. On a quelques ajustements à faire et ouvrir le produit au paiement, mais on n'a plus énormément de choses à faire. Donc, on va éviter de bosser le soir parce qu'on rentre, on est fatigué et tout. On va maintenant bosser le week-end, généralement le dimanche matin, 2 ou 3 heures. Et ensuite, c'est tout. On n'a pas fait plus, en fait. Nickel. Je posais la question parce que ça m'est venu là et c'est aussi une dimension qu'on ne voit pas souvent, c'est que peu importe la nature, il y a un volume de travail qu'on ne visualise pas souvent. C'est-à-dire que même si les choses doivent marcher, il y a une intensité à donner et ça crée un certain inconfort. Donc, c'est bien d'être préparé à cette réalité-là parce que déjà que c'est dur pour nous, mais c'est encore plus dur pour l'entourage. Donc, c'est souvent bien quand on est averti, on peut communiquer, on peut préparer les gens mentalement pour qu'il y ait moins de Mhm. friction. Oui. Que, que les gens n'aient pas, parce que quand tu fais ça, on te dit, ouais, t'as pas de vie, t'as pas, bon, on a plein de remarques dans ce type-là, parce que les gens, ils comprennent pas nécessairement que justement, c'est ça ta vie. C'est un choix que tu as fait. C'est un conseil. C'est comme tu as dit bien le sport, tu sais que c'est un sacrifice, mais c'est temporaire. C'est volontaire. Oui. C'est pas subi. Si tu veux avoir des abdos de je ne sais pas qui, il faut aller à la salle de sport, hein, tous les jours, ça c'est sûr. Donc, ah non, non, ça moi j'ai par exemple beaucoup de respect pour mon associé parce que c'est un bosseur de dingue. Il mérite ce qu'il peut avoir parce que c'est un bosseur de dingue. Et même moi-même, personnellement, euh, j'aime avoir le sentiment que je mérite ce que j'ai, tu vois. C'est que j'aime pas les facilités, les choses comme ça. Donc, et ça, c'est le travail, en fait. Il faut. Et toi, tu es le premier avec qui je discute parfois. Je te disais souvent que j'ai le sentiment d'être à 30% de mes capacités parce que je sais ce que c'est que le travail, en fait, tu vois. Le travail, c'est quelque chose de. Ouais, il faut. De toutes les façons, ce qui est vrai, c'est que quand tu aimes ce que tu le fais à fond, en fait. Mhm. Maintenant, chacun, il y a des gens qui aiment dormir. Je ne sais pas, peut-être. Il y a d'autres qui aiment voir la télé. Il y a d'autres qui. De toutes les façons, c'est un contrat entre nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que chacun doit savoir ce qui le rend heureux. Je pense que c'est la quête la plus. C'est ce qu'il faut. C'est une quête qu'il faut avoir, en fait. Savoir qu'est-ce qui te rend heureux réellement. Pas avoir le sentiment d'être heureux, mais vraiment être heureux. Et en fait, dès que tu as trouvé et que tu te mets à fond dessus, tu ne peux pas être fatigué, en fait. La Mhm. fatigue, si tu auras la bonne fatigue, tu seras fatigué, tu vas te coucher pour dormir. Parce que quand tu regardes une journée, il y a de fortes chances que tu es souvent fatigué parce que tu viens de glander, en fait. Quand tu as glandé pendant 3 heures devant la télé, je peux te dire que oui, après, tu es fatigué. C'est sûr que tu vas être fatigué. Alors que si tu as travaillé sur un projet qui te passionne et tout, à la fin, quand tu arrêtes, c'est que tu es vraiment fatigué, tu vas te coucher, tu vas dormir pendant 4, 5, 6 heures de sommeil profond parce que tu as la bonne fatigue, en fait. Tu vois. Et je dis Mhm. ça, moi aussi, hein, je suis très peu sur les réseaux sociaux parce que je n'aime pas, mais il m'arrive aussi de la télé, d'essayer des choses, mais je sais que c'est pas ça qui me rend heureux. Donc, forcément, si je passe le temps dessus après, ça me fait chier, en fait. Mais par contre, si je suis en train de travailler sur un vrai projet, en train de lire un vrai livre sur l'architecture, sur des choses comme ça, être à fond à l'intérieur et tout, je ne sens pas la fatigue jusqu'à ce qu'il y ait la fatigue. En fait. C'est que, en gros, je ne sens pas la paresse, si tu veux. Parce que la mauvaise fatigue, pour moi, j'appelle ça la paresse. Je ne sens pas la paresse, c'est que je vais bosser calmement, posément. Je vais être hyper excité parce que je suis en train de découvrir ce que je suis en train de faire. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sens que soit je suis en train de somnoler déjà, parce que là, vraiment, il faut que je me couche pour dormir,
soit parce que j'ai mis un chrono et que bon là, oui, ça fait 2 heures que tu es en train de lire, ou 1 heure, il faut que tu te lèves pour aller marcher un peu, des choses comme ça, quoi, tu vois. Mhm, mhm. Ouais, Et, ouais, c'est clair. C'est finalement de. Il y a le côté. J'aime bien le côté. Tu subis pas ta fatigue. Tu subis pas. En fait, tu ne subis pas. Tu la vis. Quand c'est un choix, ça change toute la donne. oui, c'est sûr, Mhm. parce que moi j'ai eu à dire ça une fois à une directrice avec qui je bossais. Je lui ai dit, texto, je ne veux pas subir mon travail en fait. Et en fait, je voulais lui faire comprendre que je n'ai pas envie de subir la décision que tu es en train de prendre. Je vois un peu, c'est pas comment je lui ai expliqué, elle a été choquée, mais en fait, je lui disais tout simplement, c'est bon, il faut qu'on ait une vision, il faut qu'on avance comme ça, parce que moi, j'ai besoin d'épouser en fait le chemin que je vais prendre. Et elle est convaincue que c'est le bon chemin. Sinon, je suis sûr et certain que je suis, parce que je fais quelque chose que je ne veux pas faire, à contre-cœur, juste pour te faire plaisir. Et donc, je subis tes décisions. Pourtant, si tu m'expliques correctement le truc, on regarde, on discute un peu, on trace la ligne et tout, et que j'épouse cette décision-là, je peux te pondre la solution en une nuit, quoi, tu vois. Oui. En une journée, en une nuit, ou tout ce que tu veux, parce que j'ai déjà Tu as la solution. adhéré. J'ai adhéré, tu vois, j'ai accepté le truc, je suis en accord avec ça, et par conséquent, je vais arriver à te sortir la meilleure solution du monde. Voilà. Mais si tu arrives là comme ça, tous les matins, tu changes, je ne vois pas parce que tu penses que tu es chef, je peux te dire qu'à la fin, tu auras une solution, mais il y a de fortes chances que ça ne ressemble pas à grand-chose, quoi. Et qu'après, tu te rends compte que ça ne ressemble pas à grand-chose et que tu retournes encore le truc parce que tu penses que le fait d'être chef te permet d'aller à gauche et à droite, et devant, derrière, comme tu veux. Fais-le si tu veux, mais il faut peut-être travailler d'abord à faire en sorte que les gens comprennent ce que tu as envie de faire. Et donc, je Oui, l'avais sorti. c'est le leadership. Ouais. Leadership. C'est pas, c'est pas une notion très, j'ai envie de dire, on en parle, mais c'est pas très appliqué dans beaucoup d'entreprises parce que ça demande de prendre le temps, ça demande de considérer des gens comme des collaborateurs et pas comme des subalternes. Ça demande de respecter les gens par rapport à leur niveau, à leur personnalité. Donc, il y a un temps que, entre guillemets, le chef ou le leader doit prendre et lui-même, il y a une évolution qu'il doit avoir. C'est pas comme si c'est acquis. Tu peux être bien chef et tu as des gens qui sont bien meilleurs que toi dans ton équipe. C'est même ça l'idéal. Hum. Donc, tu communiques pas avec eux n'importe comment. Tu ne, tu ne te lances pas dans des décisions n'importe comment. Donc, si toi-même déjà, tu n'as pas déjà un certain carrure, certaine maturité, ben forcément, ça va se refléter dans ce que tu fais. Et ils vont prendre la distance. C'est c'est un peu ça la tragédie, c'est que le leadership, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres. C'est vraiment, tu dois le vivre pour t'améliorer. C'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être un bon leader. C'est pas facile. C'est sûr. Effectivement, il faut lire. Il faut apprendre des gens qui ont été présentés comme des très bons leaders. C'est un sentiment qui m'a toujours habité, c'est que ce qui me motive de continuer à apprendre et continuer, c'est cette liberté intellectuelle que je vais avoir. Je ne veux pas qu'une entreprise m'impose de rester avec elle parce que je ne peux plus rien faire d'autre que ce que je fais au quotidien avec eux. Tu vois. Et je pense que les gens doivent veiller à ça. C'est quand tu es dans une entreprise que tu sens que tu plafonnes, que tu es en train de perdre tes acquis que tu avais avant, que tu te rendais libre, il faut rapidement te barrer. En fait. Il faut trouver une solution pour te barrer. Maintenant, la vie, elle s'éteint, il faut faire attention, il faut être sûr qu'on ne se met pas plus dans les problèmes qu'autre chose, même si tout problème a une fin. Voilà, il faut réfléchir, il faut penser correctement son produit. Il ne faut pas se lancer pour de bonnes raisons. On ne lance pas dans l'entrepreneuriat pour gagner des sous parce que même cet argent-là, tu vas devoir le travailler parce que la valeur, c'est pas si facile de gagner des sous. Une fois que tu as cet argent, c'est pas si facile de conserver cet argent non plus. Donc, il ne faut pas penser que faut pas penser, faut rester concentré, quoi. Faut savoir ce que tu veux faire et une fois que tu sais ce que tu veux faire et que tu es convaincu par ton truc, il faut te lancer, en fait. Tu ne vas pas perdre, tu n'as rien à perdre. Moi, pour moi, tu n'as rien à perdre parce que au pire, tu auras appris, tu vois.
Mhm. Et tu Mhm. auras appris, au plus ça fait quelque chose dans un CV, mais il ne faut pas y aller juste ne rien avoir, quoi. Faut pas que tu. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il faut vraiment que tu aies un produit, tu vois. Il faut que moi, je vois par exemple mon associé, notre projet, il a vendu dans ses entretiens futurs. Il a vendu comme architecte cloud, par exemple, tu vois. Parce qu'on a fait que du cloud, des choses comme ça. Donc, en fait, on n'a rien perdu. On n'a pas gagné des sous, mais on n'a rien perdu, en fait. Au Oui. contraire, En euh, expérience. si tu regardes de bout en bout, ok, on n'a pas gagné des sous, mais il y a de fortes chances que les salaires que nous avons aujourd'hui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on avait à l'époque, tu vois. Parce Mhm. qu'on a mis les pieds dans le cambouis, on a regardé au-dessus, il n'y avait personne pour nous dire faites comme ça et non comme ça. Non, on a nous-mêmes décidé de faire comme ça et non autrement. Et à partir de là, tu apprends beaucoup plus, tu vois. Parce que tu confrontes à des difficultés que peut-être tu n'aurais pas été confronté si tu te vends à ton entreprise et que finalement on t'imposait de faire des choses, en fait, pourtant tu savais très pertinemment que ce n'était pas intéressant. Mais tu le Mhm. faisais quand même parce que tu as peur de partir. Donc, moi, honnêtement, là-dessus, je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit. Chacun fait comme il veut. Je Mhm. ne fais pas partie de ceux qui pensent que, je ne sais pas, c'est trop compliqué la vie pour que ça dépend du tout. Moi, ça dépend de Mhm. chacun. En fait. Mhm. Chacun fait comme il peut, comme il Mhm. veut. Mais il ne faut pas hésiter, si tu es malheureux quelque part, il faut te barrer. Il faut Mhm. taille peur parce que Mhm. tu vas perdre. In Oui, fine, tu perds. oui, ce que je retiens là, c'est vraiment la nature de ton mal-être. Si elle est intense, tu changes. Après, le comment tu changes, c'est autre chose. Ça, c'est libre à toi, ta situation et tout. Mais de pas ignorer ce mal-être-là. De Oui, c'est pas... ça, en fait. C'est que le mal-être, c'est quelque chose. Ouais, le mal-être, c'est quelque chose sur lequel il faut se concentrer, quoi. Il faut vraiment personnellement se poser la bonne question. Euh, le sentiment là que j'ai au fond de moi, comment je dois le résoudre. Et il faut y aller, quoi, tu vois. Il faut trouver des solutions, en fait. Mais il ne faut pas surtout se dire, je vais me mettre en arrêt maladie, comme ça je vais gagner des sous et après, tant pis pour l'entreprise. In fine, sauf si tu as des gens qui se mettent dans ma maladie, ils ont des projets à côté, mais ils se mettent sous le coup de la loi, des choses comme ça. Il faut réfléchir, chacun fait comme il peut. Si c'est l'arrêt maladie que moi, je sais pas, c'est l'arrêt maladie, je sais pas. Je sais pas Good. quoi donner. On va passer à la suite. Tu as déjà un peu répondu à ça au niveau de quelle est la satisfaction que tu en tires du coup Mhm. du projet. Tu as parlé du fait que voilà, déjà, ça te nourrit. Ça, c'est le premier point. D'avoir ce sentiment de liberté. Et que même malgré les imprévus qui sont arrivés, ça vous a même plus encore conforté dans le fait que vous étiez nourri par ça. En fait, ça ne vous a pas freiné. Est-ce Mhm. que tu as d'autres points de satisfaction autres? Non, mais non, c'est bien d'avoir quand même un service qui est utile pour les gens. Tu vois, il y a des gens qui laissent de très bons avis sur Google, sur Apple. Et ça fait plaisir, quoi, tu vois. Sur Android ou Apple, ça fait plaisir. Ça fait partie de. C'est le sentiment de rendre service aux gens, tu vois. Ça me fait énormément plaisir. Mon associé et moi, ça me fait plaisir. Mhm. Euh, parce que ça a été ça a été aussi un sacrifice, tu vois, de passer du temps là-dessus, d'autofinancer la plateforme. C'est quand même beaucoup d'argent. Euh, que les gens trouvent satisfaction là-dessus, nous, ça nous fait plaisir. Ça, parce que tu peux faire des efforts, les gens disent ton truc c'est de la merde, vas-y. Mais la majorité de nos utilisateurs sont plutôt satisfaits. Ils arrivent à confondre cette application avec une autre application qui, est, qui elle, est payante. Et nous, on va trouver une solution à ça. Donc, ça va arriver très vite. Parce Ok. qu'on veut que les gens comprennent que nous, on est complètement sur autre chose. Quoi. On n'est pas sur quelque chose
On n'est pas sur un produit payant, mais sur un produit gratuit. On va faire évoluer le produit, mais pour le moment, on veut que les gens soient pas reconnaissants, mais qui comprennent que non, c'est gratos. Et qu'on a eu tout cet effort-là, mais on le met gratuitement, en fait. Donc, c'est une vraie satisfaction qu'il y a des gens qui le reconnaissent et qui nous remercient. On est content d'avoir trouvé une coiffeuse, un truc comme ça. Nous sommes satisfaits, c'est sûr. Juste, tu peux en dire, tu as parlé tout à l'heure de la plateforme, c'est quoi? C'est Winamp. Puis tu peux en dire quelques mots, juste au moins pour récapituler ce que on n'en a pas un peu, on n'en a pas parlé vraiment. Alors là, oui, c'est une plateforme de prise de rendez-vous pour coiffeuses afro. Ça s'appelle Winapi, W-E-N-A-D-P-Y. Et donc, vous y allez sur Android et Apple. Et vous installez l'application, vous vous inscrivez comme client ou comme coiffeuse. Et vous pouvez prendre rendez-vous pour vous faire des braids, des locks, tout ce que vous voulez comme coiffure afro. En plus à domicile. Donc les coiffeuses, pour la plupart, vont se déplacer pour venir faire cette prestation-là. Moi, je dis depuis un moment que nous sommes deux fondateurs, cofondateurs. Mais en réalité, il y a une troisième personne qui nous a rejoint dernièrement, Tatiane, donc nous sommes trois, elle s'occupe beaucoup plus de la communication et elle challenge nos solutions, elle challenge nos choix. Parce qu'on était deux mecs, il fallait quand même une femme dans le board. Donc on a Tatiane qui est avec nous et qui s'y connaît très très bien dans tout ce qui est lié à la beauté africaine en général. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est elle qui nous pousse aujourd'hui à sortir cette nouvelle version avec beaucoup de bonnes choses à venir. Good. On attend impatiemment cette version à venir. Là, ça va chambouler un certain nombre de personnes. Ça, c'est sûr. Ça va. Good, good. On va arriver du coup au dernier point. C'était dans tout ce parcours que tu as décrit là, en quoi est-ce que j'ai pu t'aider? Alors, moi, je dirais pas. Je pense que parfois, on peut avoir on a des réflexions, on a des idées, on a des constats. On est aussi quelqu'un qui fait beaucoup trop, et je fais même beaucoup trop souvent de Analyse. l'auto-évaluation. Donc j'ai toujours tendance à me challenger, à noter ce que je fais, bien, mal, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, justement, moi je dirais que je pense que nos échanges m'ont surtout permis de comprendre qu'en fait, dans cette façon de maturation, dans cette réflexion sur nous-mêmes, en fait, je n'étais pas seul, quoi. Je n'étais pas seul à me poser ce type de questions. Qu'il fallait soit échanger avec des gens, soit lire dans les bouquins pour comprendre en fait les idées ou les interrogations qu'on avait au plus profond de nous-mêmes, quoi, tu vois. Moi, je te dis, encore une fois, il y a tu vois, la dernière fois quand j'ai lu ton livre, je t'ai dit, c'est très drôle parce que chaque fois qu'on se voyait, je te disais, c'est quand même chiant, j'ai l'impression que j'ai déjà eu la meilleure version de moi-même et que je n'arrive pas à retrouver cette version de moi-même, je suis qu'à 30%. Et à chaque fois, tu ne répondais pas, tu me disais, oui, je te comprends, je sais, mais en fait, je ne mesurais pas à quel point tu pouvais comprendre de quoi je parlais. Et quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, ah oui, quand même, ok, d'accord. Il comprend de quoi je parle, en fait. Il comprend de quoi je parle, il comprend vraiment de quoi je parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui tu dis jusqu'à 30%, ils vont te regarder comme un fou, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à 30% de leur potentiel, mais ils ne le savent même pas. Et le fait, et à chaque fois que je disais ça, je me disais, le fait de te poser la question et même de faire ce constat,
ça veut dire qu'il y a des potentiels de choses. Et moi, je te regardais, on discutait, mais je pense qu'on avait une communication de sous, parce que je me posais la question, je me disais, mais est-ce qu'il comprend vraiment ce que je suis en train de dire? Et en même temps, je me disais, s'il me dit ça, ça veut dire qu'il comprend. Mais je n'avais Aucun repère. aucun reçu, tu vois, je n'avais aucune preuve que tu comprenais de quoi je parlais. Et c'est quand j'ai lu ton livre que je me suis dit, ok, d'accord, il comprend de quoi est-ce que je parle. Il comprend vraiment de quoi je parle. Je pense que c'est surtout ça, en fait. En soi, sur le projet, je dirais pas que, que, que ça a eu une incidence sur le projet parce que la machine était lancée, mais ça a été quelque chose de se dire, ok, il comprend de quoi je parle. Parce que même quand tu lis les livres, parfois tu peux penser que c'est un film, c'est des choses comme ça, mais avoir quelqu'un que tu connais, avec qui tu peux parler un langage que tu, que tu un langage commun, un langage que vous comprenez, qui peut parfois s'apparenter comme des codes, des choses comme ça. Je trouve que oui, non, mais clairement, c'était plaisant et ça fait plaisir, quoi, tu vois. Et ça rassure aussi, ça Oui. rassure. Ouais. Je... C'est bien quand tu parles parce que j'ai vu que c'est un parcours qui peut être parfois très solitaire. Pas dans le sens où tu manques les gens autour de toi, mais parce que justement, tu manques les gens qui te comprennent. C'est ça. La notion de compréhension, elle a une dimension importante parce que c'est un peu comme quand tu travailles dans un champ, je prends l'exemple de la machette, le fait que vous soyez plusieurs rend la tâche rend la tâche moins difficile, la perception Mhm. de la difficulté. Donc, le simple fait de savoir que quelqu'un te comprend, déjà, ça te fait comprendre que tu n'es pas juste quelqu'un de bizarre ou bien un intrus qu'on a jeté, je sais pas, à l'eau. Et que voilà, même si la majorité ne saisit pas ce qu'il y a quand même des gens comme toi, même s'ils ne sont pas géographiquement à côté de toi. C'est Et ça. moi, en fait, c'est pour ça que même quand je t'ai rencontré, je m'appelle très bien la première fois, j'avais tout de suite vu la différence, en fait. On était entre amis, tout ça, mais j'avais vu parce que les sujets qui sont abordés sont différents. Les sujets qui font vibrer sont différents. C'est pas tout le monde qui parle de la productivité quand il est censé se divertir. C'est c'est super important. Moi, tu vois, moi, je sais pas si je l'ai lu dans un livre, mais à un moment donné, je me suis mis à la quête, comme je te disais parfois, de la meilleure version de moi-même, tu vois. Je me suis posé la question, sachant que, comme je t'ai toujours dit, j'ai l'impression que j'ai déjà touché du doigt cette meilleure version de moi-même. Et le souvenir que j'ai, c'est que je me sentais tout heureux, tout content, tout fort, tout puissant. C'était incroyable parce que je n'avais pas de rien et tout. Et du coup, ce que je me suis dit après, c'est que parfois, les craintes, en fait, viennent de nos faiblesses, tu vois. Et qu'il faut bosser, Et quand je dis bosser, c'est pas que aller travailler, faire des choses, non, c'est de se mettre dans une condition de s'auto-rassurer par le fait qu'on a fait de son mieux et on n'a rien à regretter, quel que soit le truc. Et c'est un peu ce que j'ai aussi retrouvé dans ton livre, avec tu vois, cette quête, ce que tu as appelé le titre, que c'était très bien, le fait de parler de l'auto-réalisation. Je pense que oui, c'est. Là, tout à l'heure, au début, je parlais d'un truc que j'ai fait moi-même qui va me rendre heureux et tout. En réalité, c'est l'autoréalisation, tu vois. C'est le thème, il n'y a pas deux mots en fait. C'est le fait de s'autoréaliser et tu peux t'autoréaliser de différentes façons, mais il faut arriver à le faire. Même en allant bosser tous les jours, oui, tu peux t'autoréaliser, mais il ne faut pas le faire, il ne faut pas subir en fait. Il faut que tu le fasses parce que c'est ce que tu as décidé de faire et tu as décidé de bien le faire. Donc, Exactement. je pense que c'est en cela surtout que, que, que j'ai eu, ça m'a vraiment fait plaisir en fait de découvrir ça parce que bien avant nos échanges, je restais quand même un peu abstrait parce que j'avais ma perception de la chose. Je ne savais jamais si ça collait, même si quand on échangeait, on se comprenait. Mais tu ne sais jamais si la personne qui est en face de toi te dit oui parce qu'il te fait plaisir ou non parce que tu vois, tu ne sais jamais en fait. Mais avoir dit un truc dans lequel quelqu'un t'expose un certain nombre de sujets que tu sais bien vrai parce que tu les as déjà vécus
tu les as gérés soit comme l'a décrit, soit autrement, des choses comme ça. Je trouve que c'est super important, quoi. Non, c'est clair, ça c'est clair. Euh, Est-ce que, bon, avec la discussion, on n'a pas, la discussion ne permet pas de rentrer forcément dans la profondeur de tous les trucs. Et aussi, voilà, c'est ça aussi que le livre permet. Le livre donne l'opportunité de vraiment rentrer dans les détails avec les émotions. C'est surtout ça la partie émotionnelle. Je voulais vraiment que la dimension émotionnelle soit là-dedans, que ce soit du terre à terre et que ça connecte en fait. Ouais. Que les gens aient la réalité de ce qui se passe. Pas une réalité habillée, mais la réalité. C'est-à-dire les bons comme les mauvais. Et puis toujours dans une optique de on va se dépasser. Mais voilà comment c'est. Il y a des obstacles, mais on va se dépasser. On n'est pas là pour pleurer, on va se dépasser. Mais voilà comment c'est. Donc si c'est rouge, tu dis que c'est rouge, si c'est bleu, tu dis que c'est bleu. Donc voilà. Ok, ben c'est la fin. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à C'était toi, en très tout riche. cas, et bon, j'espère que j'ai contribué à cette construction, en tout cas, et que que notre échange va pouvoir réveiller un certain nombre de personnes, si c'est possible, ou donner des idées à d'autres personnes, quoi. Oui, ça c'est clair. Mm. Ça c'est clair.